Donc, sans trop tarder, c'est le professeur Lamia Kerboubi qui va nous présenter le deuxième cas clinique. Bonjour tout le monde. Très contente d'être parmi vous à Fès, encore une fois. Et nous vous remercions pour tout, pour votre accueil, pour votre invitation. Et donc, sans trop tarder, je vais continuer la deuxième partie de cette séance et je vais partager avec vous des cas cliniques aux urgences pédiatriques qu'on a vus. Et on ne s'est pas mis d'accord, mais on va rester toujours dans le respiratoire. Donc, ça doit être... Et puis, entre les deux Ouided, il y a les miens. Il n'y a pas de Raja. Parce que nous allons avoir Ouided de Casa, Ouided de Fès, et puis, voilà, de Marrakech. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on partage avec vous ces cas cliniques en un laps de temps qui est court, mais vraiment aux urgences, poser un diagnostic précis est un défi majeur parce qu'on a de nombreuses contraintes. On a les spécificités de l'environnement, on a la gestion de patients multiples en un cours qui est rapide. En un temps qui est court, donc il y a la nécessité d'agir rapidement dans un contexte d'incertitude, parce que surtout aux urgences, quand le malade arrive, ce n'est pas au cabinet, on ne le connaît pas. Et puis, on doit raisonner avec des informations qui sont souvent incomplètes et partielles. Et c'est ce qui fait qu'en situation d'urgence, c'est les situations au cours desquelles on a le plus d'erreurs diagnostiques, où on va faire beaucoup d'erreurs diagnostiques, et on sait qu'un diagnostic sur 5 d'un malade qui sort des urgences, il est faux. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est comme ça. En un cours de temps, on ne peut pas faire autrement. Alors, les urgences, c'est ça. Si on veut la résumer, c'est incertitude, contrainte, à l'infini, que multiplie le nombre de patients. C'est ce qui résume les urgences. Alors, comment faire? Eh bien, il faut raisonner. C'est juste pour faire plaisir à cette Mani qui a... Donc, je n'ai pas encore le temps livre, mais je serais ravie de le faire. On pense au raisonnement clinique et on incite au raisonnement clinique. Et c'était établi que le raisonnement clinique est intéressant même aux situations d'urgence. On en a parlé dans les années 70 et même dans les années 90. Il y a le double processus que vous connaissez tous. Quand vous recevez quelque chose, donc un patient, quand il vient avec un modèle qui est déjà connu, en général, vous empruntez le système 1 qui est le système intuitif, c'est le système rapide. Vous voyez des lésions vésiculeuses, il a de la fièvre, c'est la varicelle. Et puis, il y a, donc c'est le système rapide qui pose sur vos acquis, votre déjà vu. Et puis, il y a le système 2. Quand on n'est pas sûr, quand on a une forme atypique, eh bien, on va plus faire appel à notre expérience, à notre système cognitif, on va plus le développer, on va faire appel à notre expérience. C'est pour ça qu'avec de l'expérience, on arrive à affiner notre diagnostic, pas parce qu'on devient plus intelligent, parce qu'au contraire, avec l'âge, on a intérêt à décliner, mais avec l'âge, on a cumulé, on a des cumuls, et donc c'est ce qui fait qu'on va plus arriver. Et puis, c'est pour ça il y a plusieurs auteurs qui disent qu'actuellement, il faut utiliser ce double processus en même temps. Vous utilisez le système 1, il y a beaucoup de biais. On peut utiliser simultanément le système 2 pour débiaiser, et c'est comme ça qu'on va arriver au résultat. Et maintenant, on insiste pour apprendre des erreurs. Alors, apprendre des erreurs, c'est quoi? On fait tous des erreurs, mais on ne le sait pas. Pas parce qu'on a une hypertrophie d'ego, mais tout simplement personne ne vous l'a dit. Et c'est pour ça qu'actuellement, on insiste à l'apprentissage par l'erreur, par exemple les présentations de cas cliniques, c'est justement pour partager et pour apprendre de ce feedback. Donc on apprend du feedback pour essayer donc d'inverser ce scénario, passer de l'erreur à plutôt une réussite. Et voilà, et donc c'est ça. Donc c'est un processus cognitif qui est complexe, le raisonnement aux urgences, qui va faire appel à votre intuition, qui va faire appel à votre expérience. Il faut aussi utiliser son cerveau. Il y a actuellement l'intelligence artificielle qui arrive avec tous ces algorithmes, mais comme on le dit, une intelligence artificielle, elle a aussi besoin d'une intelligence humaine pour la nourrir. Et donc en conclusion, il faut apprendre à raisonner tout en essayant donc de suivre ces processus-là. Et puis je partage avec vous donc ce petit Amine, 3 mois et demi. Sa vaccination, elle est en cours. 3 jours avant son admission, il présente une toux
grasse avec fièvre rhinorée. À l'examen, il est fébrile à 39, un poids, un bon poids, une bonne taille. Il est polypnéique à 50, une fréquence cardiaque à 135, une SPO2 à 97. Il a des signes de lutte respiratoire, des râles crépitants et sibilants bilatéraux. L'auscultation cardiaque est normale, il n'y a pas d'hépatomégalie. On le trouve un petit peu hypotonique, hein, il a 3 mois et demi. Fontanelle antérieure normotendue, périmètre crânien 41, tympan congestif, pas d'éruption cutanée. Le reste est sans particularité. Vous le recevez en plein mois de janvier, vous pensez à quoi? À une bronchiolite. Hein? Une BAV surinfectée. Pourquoi? Oui, pourquoi surinfectée? Oui, ben écoutez, notre jeune résident qui le reçoit le soir, il pense la même chose que vous. Quoi qu'on dise que si c'est un tableau qui est typique, la radio n'a aucun intérêt. La radio n'augmente que le risque de faire beaucoup de bêtises, on va dire. Alors il fait cette radio, vous la trouvez comment la radio? Alors notre résident, il voit même des troubles de ventilation, un foyer, il complète, hein, il fait même, donc en plus de la radio, il fait une NFS et une CRP, c'est juste pour nous compliquer la vie. Donc CRP, elle est à 64, et la NFS, 15 000 de blanc, 11 000 à PNN. Donc on fait quoi? On l'hospitalise. On l'hospitalise, il est déjà hospitalisé. Donc antibiotiques? Oui? Les résidents. Amoxiclave. Amoxiclave, 3 mois et demi, vous pensez à quoi? 5 kg 300. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc on fait une radio, on fait une NFS, CRP, bronchiolite surinfectée, on le met sous antibiotiques. On le revoit le lendemain parce qu'il a été vu le soir. Donc le lendemain, la matinée, il persistance de la fièvre, il convulse. Qu'est-ce que vous faites là aussi? Je pense là on ne discute pas. C'était une méningite à pneumo. Alors la radio était strictement normale. Il n'y avait rien sur cette radio, c'est un thymus. Et le thymus, il peut avoir différents aspects. Et donc ici, le poumon n'était pas du tout coupable. Il était juste victime. Hein. Il était victime, donc c'était une méningite qui s'est présentée comme ça. Donc attention à ces présentations. Pardon? Oui, bah, il a des sibilants, il a des crépitants, il peut avoir fait des... Voilà, une association, on peut l'avoir. Mais c'est la radio qui a poussé à l'erreur, on va dire. Mais 3 mois, voilà. Alors une petite, 2 mois, elle est référée d'un CHP de la région pour détresse respiratoire. Alors la période néonatale est sans particularité, elle est allaitée au sein, un bon développement psychomoteur, sa vaccination est en cours, elle a reçu les 2 premiers vaccins. Il y a 7 jours, elle aurait fait un syndrome grippal et le jour de son admission, elle fait une gêne respiratoire lors de la prise d'un bain. Alors on ne retrouve pas de notion d'immersion, il n'y a pas de notion d'intoxication au CO. Alors voilà cette petite quand elle arrive, elle est éveillée, mais elle est quand même altérée, réveillable, elle est hypotonique, elle est apyrétique à 36,7, son dextro était normal à 1,84, elle pèse 4 kg, un temps de recoloration qui est à 4 secondes, elle a une froideur des extrémités, et vous voyez, je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, mais elle a quand même une froideur avec des petites marbrures, elle est polypnéique à 64 cycles par minute, elle sature à 88% à l'air ambiant, 99% sous 3 litres d'oxygène. Elle a des signes de lutte à type de tirage intercostal et sous-sternal, un gênement avec un entonnoir xiphoïdien. Son examen cardiovasculaire, bon, rien de particularité, les pouls étaient fraisants. L'examen de l'abdomen est souple, il n'y a pas d'hépatomégalie. Et le reste, on ne trouve rien. Alors, on fait quoi ici, devant cette petite radio? Vous pensez à quoi? On la met en position, oui, radio. Donc nous, on trouve quand même, elle est tachycarde à 200. Elle a un temps de recoloration allongé, des marbrures des extrémités. Donc le résident lance le 10 cc kg de remplissage. Elle urine immédiatement aussi. Elle a 36,7 de température.
Sepsis? Oui. Nous, on était alertés par la tachycardie, je ne sais pas, mais bon. Donc, elle a eu sa radio. Voilà la radio. Alors, que pensez-vous de cette radio? Les gaz. pH à 7,21, PCO2 à 53, PO2 à 165, avec une CRP microméthode qui est inférieure à 1. Coqueluche, 7 jours, elle a fait un syndrome grippal. Quand elle est arrivée, non, elle avait juste sa détresse, il n'y avait pas de notion de tout, rien. Comment trouvez-vous cette radio de poumon? Donc, elle a une aérogolie, une aérogrélie, une sonde gastrique à l'entrée. Vous voyez quand même... Oui. Bilatéral. Alors, est-ce que le poumon ici est coupable ou victime? Oui. Pardon? On n'est pas si riche que ça. On n'en a pas aux urgences de Rabat. Par contre, on a un ECG. Ça, c'est facile. Alors, la tachycardie, nous, on était marqués par la tachycardie quand on est rentré voir. C'est pour ça qu'on l'a pris en photo, le scope. Et on a fait un ECG qui montre tout simplement des anomalies du segment ST. C'était une tachycardie sinusale avec des anomalies du segment ST. Là aussi, on a complété par la suite. Elle a été admise en réa. Eh bien, justement, c'était une myocardite qui a été confirmée par les dosages des enzymes et par l'échographie transthoracique. Alors là aussi, le poumon n'était pas du tout coupable. Il était victime, il était secondaire A. Et donc voilà, c'était à la sortie, elle a bien évolué cette petite. Alors un autre petit de 3 ans, alors dans les antécédents, on trouve des douleurs abdominales récurrentes depuis 6 mois. Alors il a eu 2 échographies abdominales normales et on l'a mis sous traitement antiparasitaire et traitement antispasmodique. Alors, 1 semaine avant son admission, il a fait un syndrome grippal, notion de fièvre non chiffrée. Et 3 jours avant son admission, il développe une gêne respiratoire selon les parents, avec vomissement, refus d'alimentation et un écoulement nasal. Alors, à l'examen, on trouve une fréquence à 42 cycles par minute, avec un tirage intercostal, un teint qui est un peu gris. Bon, c'était un teint gris, pâle. Une SPO2 à 92%. La fréquence cardiaque à 210 avec marbrure, extrémité froide, tension normale, il est apyrétique, le dextro à 0,95. À l'examen pleuropulmonaire, on retrouve des râles ronflants diffus. L'examen cardiovasculaire, pas de turgescence des veines jugulaires, pas de souffle. Le foie il débordait de doigts, on va dire. Il n'y a pas de syndrome œdémateux, donc apyrétique. Vous pensez à quoi? Vous commencez par quoi? On le met sous oxygène, bien sûr. Il augmente un petit peu sa saturation. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Alors, la radio. La radio, elle est normale. Hein? Ça, on a eu le même malade qu'avec Wided, on va dire. C'est une tachycardie supraventriculaire et vous voyez les anomalies, donc les QRS fins. Et là, c'était un petit qui, fort probablement, on n'a pas fait attention depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il consulte pour des douleurs abdominales récurrentes, qu'il avait une symptomatologie digestive et qu'on s'est focalisé. Il a eu 2 échos abdominales, des études de parasito, etc. Et personne n'a pris la peine, je pense, de bien examiner son cœur. Donc, il faut faire très attention. Donc, souvent, polypnée, tachycardie, signe d'hypoperfusion, hépatomégalie, pensez à l'insuffisance cardiaque, au cœur plutôt qu'au poumon. Pensez aux troubles du rythme, surtout les troubles du rythme chez l'enfant en l'absence de cardiopathie. C'est dans la majorité des cas, souvent, c'est des tachycardies supraventriculaires. Il faut savoir y penser parce qu'elles répondent très bien au traitement. Alors là aussi, vous voyez, le poumon n'était pas du tout victime, hein, n'était pas du tout coupable. Alors, Walid, il a 6 mois, il présente depuis 2 jours une toux sèche dans un contexte fébrile, avec apparition d'une gêne respiratoire le jour même de sa consultation. Alors, il est fébrile à 39 à son admission, il pèse 6 kg, il est polypnéique à 63 cycles minutes, il sature à 90% à l'air ambiant, on retrouve des râles crépitants et sibilants qui sont bilatéraux, fréquence cardiaque à 130, pas d'instabilité hémodynamique, pas d'hépatomégalie, reste de l'examen et son particularité.
Donc 6 mois avec un tableau pareil, râle, cribilant, sibilant, crépitant, on dirait plus une bronchoalvéolite. Crépite, il sibile, il a le droit. Bon, ben, on fait quoi? Radio. Pourquoi vous faites une radio devant un tableau typique? Si vous êtes sûr. Alors la radio, en matière de bronchiolite, il n'y a pas d'indication à faire une radio quand le tableau est typique. Alors heureusement que notre interne n'a pas suivi cette règle. Et je pense que quand on ne suit pas les règles, c'est qu'il y a une intuition. Il y a toujours, parce qu'actuellement, tous ceux qu'on ausculte, ils ont des sibilants et des crépitants. Et on ne sait pas quelle est la véracité de la chose. Alors ici, le poumon, comment vous trouvez? Parce que nous, on nous renvoie, épanchement pleural, ce n'est pas du tout un épanchement, vous êtes d'accord, il y a une ascension de la coupole, c'est plus une éventration diaphragmatique, c'était ça, donc une fente de l'arrêt plutôt. Et c'était tout simplement une bronchiolite qui a justement déclenché, qui a révélé sa malformation qui était passée inaperçue. Voilà, donc guilty ici, plus ou moins, on va dire. Alors Aya, elle a 16 mois, elle a été hospitalisée à l'âge de 11 mois pour une bronchiolite. Il n'y a pas de terrain d'atopie. 4 jours avant son admission, elle a fait un tableau de polypnée, signe de lutte, écoulement, pas de fièvre, traité encore une fois comme une bronchiolite, corticoïdes, bêta-2, etc. Elle reconsulte aux urgences après 48 heures pour aggravation de la dyspnée et hypotonie. Alors à l'examen, on la trouve quand même qu'elle était un petit peu somnolente. Un GCS à 13 au dépend de l'ouverture des yeux. Elle est apyrétique à 37,2, elle pèse 9,7 kg. Elle est polypnéique à 48 avec des signes de lutte. Une SPO2 à 98% à l'air ambiant, fréquence cardiaque à 120, un temps de recoloration à 4 secondes, des extrémités froides, une tension 10,5. L'auscultation pulmonaire était normale, ainsi que l'auscultation cardiaque, pas de souffle. Le ventre un petit peu ballonné mais souple, il n'y a pas d'hépatomégalie. On trouve quand même ses yeux creux avec un petit pli pâteux. Dextro, pourquoi? Alors notre résident a commencé par la radio. Il a même fait les gaz, où il a trouvé une acidose, il est revenu en arrière. Donc radio, gaz, et ensuite sur l'acidose, on a fait... Ici, cette petite, elle avait, dès qu'il a même fait un remplissage, elle urinait avant même qu'on lance le remplissage. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui a une déshydratation, en fait, avec une diurèse qui est conservée. Donc, c'est toujours une polyurie secondaire. Et donc, ça, c'est une situation qu'on retrouve toujours, surtout en cette période hivernale. Alors là aussi, le poumon n'était pas du tout coupable. Alors Nour, il me reste 2 minutes, ok. 2 minutes, c'est bien ça. Alors Nour, 9 mois, 2 jours avant son admission, toux, fièvre, gêne respiratoire, donc classique, consulte chez son pédiatre, amoxicilline, acide clavulanique, phytopolis, paracétamol. Il consulte aux urgences pour non-amélioration. Alors on trouve qu'il est polypnéique, une SPO2 à 94% air ambiant, des signes de lutte, sibilant, crépitant, fréquence cardiaque à 130, temps de recoloration moins de 3 secondes, auscultation cardiaque normale, pas de signe d'hypoperfusion, température à 38,8. Donc déjà sous antibiotiques, vous faites quoi? Oui, c'est ce qu'on a fait, radio. On s'est dit, est-ce que le traitement a marché? Ça n'a pas marché. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien qu'il y a des signes de détresse en aérocolis, en aérogrélie. Alors là, on avait fait le triple test, VRS positif. Et la CRP microméthode était à 13. Là, c'est différent. Soyez... Oui. Je vais vous la repasser, c'est pas la même chose. Pas de syndrome de pénétration. Donc, initialement, on se disait foyer, bronchiolite compliquée. Il avait déjà reçu 2 jours de traitement antibiotique, CRP négatif, triple test VRS. Est-ce que vous achetez le VRS? Il peut donner cet aspect-là? Oui? Donc, sinon, qu'est-ce qu'on discute? On laisse la même antibiothérapie, on change. Germe atypique, 9 mois.
C'est ce qu'ont fait nos résidents, ils ont adjoint le macrolide. Alors, persistance de la fièvre à 38-39, il reste polypnéique, signe de lutte. Non, on n'a pas de syndrome de pénétration. Alors, tout simplement, après, il nous fait une éruption. Rougeole. Alors, c'était une rougeole, un poumon de rougeole, tout simplement. Alors, c'est le dernier, c'est celui qu'on a reçu, je pense, avant-hier. 3 ans et demi, elle a été adressée pour détresse respiratoire. Alors, c'est 18 jours, elle a fait une dysphagie, fièvre. Elle consulte au centre de santé, amoxicillin clavulanique, corticoïdes, bêta-2-mimétique, paracétamol. On ne comprend pas, on a juste l'ordonnance. Pas d'amélioration, fièvre, gêne respiratoire. Alors, elle passe du centre de Wada au CHR, au CHP. CHP, donc, ils font une radio, ils parlent d'une PFLA, foyer du lobe supérieur droit, c'est ce qui était marqué sur sa fiche de référence. Elle a été mise sous C3G, au bout de 24 heures, transférée aux urgences pour non-amélioration. Alors, quand on la reçoit, elle est fébrile à 38,8, son dextro est correct, elle est pâle, conjonctive décolorée, elle est polypnéique à 52 cycles minutes, avec des signes de lutte, un temps de recoloration à 3 secondes, tension normale, fréquence cardiaque 140, GCS à 13, confuse, oui, un examen neurologique sans particularité, il n'y avait pas de déficit, elle était vraiment, cette petite était asthénique, abattue, ça fait 18 jours qu'elle est comme ça. Elle a des râles renflants et crépitants à l'auscultation pulmonaire, pas d'hépatomégalie ni de splénomégalie, les aires ganglionnaires sont libres et le reste de l'examen est sans particularité. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Anémie hémolytique? Non, il n'y avait pas. Les urines, elle est pâle, mais donc il n'y a pas de rate, il n'y a pas de foie, les urines sont normocolorées, pas d'ictère. Hein? Méningite décapitée. Alors nous, on s'est fié à ce qu'on nous a dit. On nous a dit foyer du lobe supérieur, pneumonie. C'est vrai qu'on n'avait pas de radio, donc on a refait une radio. L'examen neuro était normal. Vous voyez la radio. Bon, la radio, il y a le masque ici qui était... Bon, on n'arrête pas de dire qu'il faut faire de bonnes radios. Mais est-ce que vous voyez un foyer du lobe supérieur droit qui se serait corrigé en 24 heures? Je ne crois pas. C'est la radio du patient parce qu'il est venu le soir. Hein? Alors, innocent, coupable ici. Alors, elle était pâle, cette petite, on a complété. On a fait le total. NFS, CRP, radio de poumon. CRP à 260. NFS, les globules blancs à 155 800. Et vous voyez qu'il y avait des blasts. Alors, donc il ne faut pas oublier que le poumon là était seulement victime. C'est le syndrome de leucostase. Et on peut voir justement des foyers comme ça qui peuvent se voir sur différentes radios, des lignes de Corley, un syndrome alvéolaire qui peut apparaître, disparaître. Donc il faut faire très attention. Quand on examine, il y avait cette pâleur quand même qui était là et cette altération de l'état général. Donc c'est pour dire juste à la fin que les détresses respiratoires, surtout en cette période hivernale, constituent un motif fréquent de consultation. Il faut savoir rapidement orienter le diagnostic et évaluer le retentissement général et évoquer les étiologies sont multiples. Certains commencent par les plus communes, mais il ne faut pas occulter son raisonnement clinique pour penser aux autres diagnostics. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Lamia.